Des fois, la vie est bien plus forte que la fiction, et d'autres fois, la fiction permet aussi de renforcer la réalité d'une histoire. C'est peut-être pas vrai, mais tout est vraisemblable. Mon obsession, c'est de raconter des histoires qui vont dans les téléphones, qui s'appuient sur des logiques interactives pour impliquer en fait le public. Je travaille avec le service public beaucoup, c'est-à-dire Arte ou France Télévisions, qui se pose la question de, en fait, plus personne ne regarde la télé en direct. Comment on fait pour aller chercher les internautes en fait et leur proposer des contenus là où ils sont, sur des plateformes et sur Internet, et qu'est-ce que ça veut dire écrire pour Internet, qu'est-ce que ça change. Une bonne série, c'est une série où t'as vécu des choses, quoi. Pour moi, il y a un potentiel sériel à partir du moment où il y a une multitude de rebonds dramaturgiques. Je pense que j'avais calculé, je crois qu'il fallait 5 semaines pour faire un épisode. De 5 minutes ? Ouais. Je vais pas mentir en disant que je ne suis jamais rémunérée à la hauteur du temps passé. Ça n'existe pas. Moi, dans ce que je fais, ça n'existe pas. Au mieux, je suis payée à la moitié du temps passé. Bien informé. Informer, c'est facile. Bien informé, beaucoup moins. Je suis Clara Pelletier, réalisatrice de documentaires. Et pour vous, j'interroge des experts de l'information, de la création et du documentaire pour vous donner les astuces, les méthodes et les outils à appliquer à vos propres projets. Parce que je pense qu'il est urgent qu'on soit plus nombreux à raconter le réel. Bienvenue dans Bien informé, le podcast des nouveaux créateurs de l'info. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Camille Duvalleroy, une autrice, scénariste et réalisatrice qui depuis 15 ans réalise des œuvres numériques interactives avec un seul objectif. Ne pas seulement raconter une histoire, mais faire vivre une expérience à son audience. Pour ça, elle réalise un vrai travail dans le choix du support et adapte avec soin l'histoire qu'elle souhaite faire vivre à son public. Elle a créé la première web-fiction d'Arte, elle a écrit 800 pages de scénario pour Les Burgers Sanglants, une fiction interactive jouée et diffusée en direct dans 27 salles de cinéma. Elle a imaginé une expérience documentaire en VR et elle a fait tellement d'autres projets que je ne pourrais pas tous vous les citer. Mais sachez que je l'ai interrogée sur 2 sujets qui m'intéressent particulièrement. Le premier, c'est la série documentaire. C'est de plus en plus à la mode et j'avais envie de savoir comment on pense une série documentaire quand on est autrice et réalisatrice. Et figurez-vous que Camille a réalisé Le Grand Procès, une série documentaire de 13 épisodes sur le procès des attentats du 13 novembre. Alors il me semble que c'est l'exemple parfait pour en parler. Le second sujet, c'est l'interactivité. Comment on crée un documentaire qui engage vraiment le public ? Comment on le rend accessible à tous ? Comment on fait en sorte que les gens ne se contentent pas de regarder un documentaire, mais qu'ils le vivent ? Vous allez voir, Camille a des réponses très concrètes à ce sujet. Alors je vous en dis pas plus, et je vous souhaite tout de suite une belle écoute. Ravie d'être ton premier podcast alors. Voilà. Moi, je t'ai découvert avec la résidence Arte. J'ai vu ça passer dans mon fil et j'ai regardé qui gérait ça. Et je me suis dit, oh, intéressant. Et j'ai fini par tomber sur ton site. Bonjour Simone. Salut, super Salut, Simone. Super Simone. Alors, super Simone. Et j'ai adoré. J'ai kiffé. Je me suis dit, j'ai passé 2 heures à lire tous tes carnets de bord. Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça ? Ouais, si, c'est ça. Ouais. Oui. C'est carnet de bord de tournage. Après, il y a le carnet de réalisation. bord de tournage, il y a les post-mortem. Quand j'ai terminé un projet, j'essaie d'en avoir une analyse critique Ouais, et je la mets sur mon site. c'est trop chouette. Donc, ouais. Ouais, j'ai vu ça, j'étais passionnée. Les burgers volants, je crois que j'étais là, oh, c'est fou tout ce qu'on peut imaginer pour ce projet, et j'étais trop contente de pouvoir lire ça et de prendre la réalité du projet, et du coup j'ai eu envie de t'interroger. Très bien. Donc c'est parti. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors, je m'appelle Camille Duvalleroy. Je suis autrice, scénariste et réalisatrice d'œuvres, on va dire, numériques. C'est-à-dire que depuis plus de 15 ans, j'investis le champ du numérique comme un espace de création, de diffusion et de narration. Où depuis en fait les premières formes que j'ai faites qui sont des web-fictions, après j'ai fait des web-documentaires, après j'ai fait des contes interactifs pour enfants, une BD documentaire mobile. En fait, à chaque fois, j'ai fait des narrations sur les réseaux sociaux aussi, et en fait, ce que je veux, c'est utiliser les écrans qui sont dans nos quotidiens. Et donc, pour moi, alors, il y a eu une progression entre 2009 et aujourd'hui. Et donc, il y a eu d'abord notre ordinateur,
l'iPad et bien sûr le téléphone qui est arrivé et qui a pris une place hyper importante. Et mon obsession, c'est de raconter des histoires qui vont dans les téléphones et qui s'appuient sur des logiques interactives pour impliquer en fait le public. Ça veut dire que c'est pas du tout, ton secteur, c'est pas du tout la télé, c'est pas du tout, Non, en fait, c'est Arte, enfin je travaille avec le service public beaucoup, c'est-à-dire Arte ou France Télévisions, qui sont des chaînes de télévision, mais qui se posent la question de, en fait, plus personne ne regarde la télé en direct, enfin sauf pour quelques événements vraiment ponctuels, et les usages se sont totalement ouverts et en fait, comment on fait pour aller chercher les autres téléspectateurs ou les internautes en fait et leur proposer des contenus là où ils sont sur des plateformes et sur internet et qu'est-ce que ça veut dire écrire pour internet, qu'est-ce que ça change? Parce que c'est pas écrire pour la télévision ou écrire pour le cinéma ou écrire pour le spectacle. Donc quelles sont les règles d'écriture sur le web? mais on appelle quand même ça du documentaire. Moi, c'est ça qui m'a marquée dans tous tes projets, finalement, il y a écrit documentaire. Alors pas tous. Oui, pas tous, pardon, c'est vrai qu'il y a de Mais la fiction. parce que moi je fais Ouais. je suis dans les différents champs. Oui, tu as documentaire, fiction, jeux vidéo, Ouais. Mais il y a du jeu vidéo documentaire. ouais. Mais ça, c'est des appellations qu'on invente. J'avoue, je sais pas si ça existe, le jeu vidéo documentaire, mais moi, je dis que j'ai fait un jeu vidéo documentaire. Oui, mais finalement, parce que ce que tu racontes, c'est pas de la fiction, t'as pas inventé des choses, tu te bases sur des faits réels qu'ensuite tu vas réécrire pour rendre interactif. Mais pour moi, ça correspond du coup à Oui. du documentaire et c'est ça que je trouve intéressant. C'est quoi pour toi, du coup, un documentaire? Oh là là, un documentaire. Ouais. Alors, un documentaire, pour moi, c'est une œuvre de création avec un point de vue d'un auteur, d'une autrice, qui s'empare d'un sujet, je ne sais pas lequel, mais d'un sujet du réel, Mmh. et qui apporte son point de vue dessus. Donc il y a vraiment le point de vue qui est très important. Ouais. C'est Ouais. L'auteur, quoi. En fait, la figure vraiment de celui qui écrit, qui imagine et qui va réaliser, il porte un point de vue sur un sujet et c'est en quoi son point de vue est intéressant sur ce sujet-là et qui fait il n'y avait que lui qui pouvait la raconter de cette manière-là, l'histoire. Je dirais ça. Merci. Non, c'est pas facile, j'aime bien demander cette question parce que, finalement, chacun a un peu sa définition, mais je remarque que le point de vue revient à chaque fois et le moi, pourquoi moi, ce sujet-là, je veux le traiter et pourquoi moi, je vais le traiter de cette façon-là, ce serait le meilleur, ça revient souvent donc ça m'éclaire. Comment tu es arrivée là, en tant que scénariste et réalisatrice d'histoires interactives? Moi, je suis arrivée là par hasard, en fait, parce que j'ai pas de formation. J'ai pas suivi d'études, qui m'ont appris ce que je fais aujourd'hui. J'ai vraiment appris en faisant. Donc j'ai fait un double cursus où j'ai fait une thèse de littérature générale. Donc c'est une discipline où tu croises la littérature avec une autre pratique artistique. Donc ça peut être la peinture, la sculpture, le cinéma. Et moi, j'avais croisé la littérature et internet. Genre, voilà, c'était internet. On était au tout début de l'arrivée d'internet. Donc c'était tout un champ d'études où je questionnais justement la position de l'auteur, la position du texte, de l'hypertexte, du récit interactif. En fait, j'ai fait mes études là-dessus, enfin mes mémoires et tout. Et puis mon prof de fac, il m'a dit Internet, enfin ça va pas apporter de métier, il va rien se passer. Donc voilà, littérature, c'était un peu genre redevenir prof de lettres. Non, j'avais pas envie. Et donc là, j'ai décidé de partir en master d'école de commerce sur un management de projet web et conception de sites web. Donc je bifurque. Mais ce qui est l'avantage, c'est que j'ai fait juste un master, donc ça a duré 4 mois. Et parce qu'après, j'étais en stage, c'était pour trouver un stage et pour rentrer en fait dans la vie professionnelle. Et je suis rentrée dans une agence à Bordeaux qui s'appelle toujours, parce qu'elle existe toujours, c'est Inuxia. Et j'étais conceptrice de site web. Après, chef de projet web. Puis ensuite, j'ai changé d'entreprise. Et un jour, je suis dans une autre boîte qui est toujours à Bordeaux, qui s'appelle Website Bureau. Et là, il y a un producteur qui vient, qui arrive de Paris.
et qui dit ouais, je vais faire un truc sur internet avec Vincent Ravalec, je veux faire un blog pour raconter le film et tout. Et en fait, on est en 2008-2009 et on est en plein moment où Arte et France Télé sont vraiment à fond sur le transmédia, c'est-à-dire toutes ces expérimentations transmédiatique, c'est-à-dire d'un univers narratif qui se déploie sur plusieurs supports, et tout le travail est de faire naviguer le public d'un support à l'autre tout en gardant un fil narratif. Et quand ce producteur, donc Max Susana, est là, je me dis mais non, on va pas faire un blog, on va déployer une narration transmédia, une architecture transmédia. Et donc, on a imaginé la première web-fiction d'Arte qui s'appelle Addict, et c'est suivre en temps réel 5 personnages, tous les jours, 5 épisodes différents, avec un point de vue par personnage, et chaque personnage avait une multitude d'empreintes numériques en ligne, donc qu'on disséminait au fur et à mesure de la diffusion sur les réseaux. Donc, on avait une voyante qu'on pouvait contacter, un de nos personnages principaux était sur Mythique parce qu'elle cherchait quelque chose et en fait, elle se faisait passer pour une autre. Donc, plus tu creusais, plus tu avais d'informations et tu comprenais mieux l'enquête. Et voilà, donc ça a été le premier projet que j'ai fait. Et à partir de là, je me suis dit, mais je veux plus jamais retravailler pour des boîtes de pub, ou je veux plus jamais faire de la pub ou de la com. Je veux faire de la fiction, quoi. Donc j'ai créé ma société de production, et enfin on a co-créé, on était 2 pour la créer. Je suis partie dans le champ de la création audiovisuelle parce que c'est la télévision qui explore les narrations web en fait, et j'ai jamais changé depuis. Ouais, c'est marrant, je savais pas que tu étais partie du web finalement Ouais. pour arriver plus tard, encore plus créatif et transmédia. C'est un parcours original, mais finalement tout a un lien vu que c'est la Oui. littérature. Oui, en fait, maintenant, aujourd'hui, Ouais. tout s'est regroupé. Mais au moment où tout a avancé, je savais pas. Et puis après, il m'a fallu le temps aussi pour trouver ma place justement dans ces créations-là, où d'abord j'ai été productrice à l'initiative de certains projets, mais d'autres où on nous demandait de réfléchir à des formes interactives. Donc ça, je l'ai fait plusieurs fois. Et puis après, petit à petit, j'ai quitté la production et je suis arrivée vers l'écriture et la réalisation. Donc ça a pris du temps aussi. C'est-à-dire que quand tu es productrice, tu accompagnes les gens dans l'écriture, mais tu n'écris pas. Mmh. Et puis tu veux faire les plans financiers, enfin voilà, tu fais tous les montages, etc. C'est finalement de la gestion de projet Ouais, voilà, audiovisuel, la ouais, on production. va dire ça. Et à un moment, j'en ai eu marre, donc j'ai arrêté ça. Et il m'a fallu du temps pour dire, en fait, si j'arrive à écrire, et ensuite, après, c'est mes idées que j'ai développées, que j'ai écrites et que j'ai réalisées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc tu es réalisatrice, autrice, scénariste. Ouais. À quel moment t'interviens dans les projets? Est-ce que c'est une productrice qui va venir te dire: «Ah, j'ai une super idée, j'ai besoin que toi tu gères toute la partie transmédia et comment ça va se diffuser un peu partout et se raconter?» Ou est-ce que c'est toi qui arrives en disant: «Bah, en fait, j'ai un projet, j'ai une envie», et tu vas chercher une productrice? Comment ça se passe un petit peu? Moi, je fais les deux, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des projets où c'est mon idée, j'ai une idée, je sais que je veux raconter telle histoire, je sais que je veux la raconter de telle manière, à tel endroit, je sais pas, sur les réseaux, etc. Donc, j'ai une idée, j'écris, je la propose à un producteur ou une productrice, et là, ensuite, on avance ensemble. Et il y en a d'autres où c'est, par exemple, les burgers volants, c'est le producteur Fabien Giorgio qui m'appelle, qui me dit: «Voilà, je voudrais faire une narration en direct, interactive sur Twitch. Est-ce que tu veux venir écrire les burgers volants?» Je dis: «Ouais, mais si je le réalise». Donc là, voilà, j'avais mis la condition et il a dit oui. Et donc, voilà. Et d'autres fois aussi, ça va être sur le grand procès. C'est des producteurs qui me contactent, Éric Quintin et Pablo Sens, et qui me disent on veut faire un documentaire à destination des jeunes. Mmh. On veut parler des attentats du 13 novembre. On veut raconter le procès. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu imagines?
Et donc là, je réfléchis et je leur fais la proposition. Après, je sais pas, enfin, on va pas rentrer dans le détail des projets parce que sinon, j'aurais s'embrouiller. Mais en fait, c'est les deux. Et tu es réalisatrice, autrice, scénariste. Quel moment, tu viens de dire justement, ah là, j'ai demandé à être réalisatrice. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu écris juste et finalement, c'est plus technique. Et une fois que tu as écrit, tu as fait ta part. C'est quoi la différence que tu fais avec la... Là, j'ai demandé à réaliser. Ça veut dire quoi ? En fait, déjà, autrice et scénariste, c'est pas pareil. Parce que autrice, c'est-à-dire que tu es à l'origine du projet et de l'idée. Ok. D'accord ? Scénariste, c'est quelqu'un qui a une autre idée et toi, tu viens travailler l'architecture de son récit et c'est la capacité à construire en fait un récit, mais dont tu n'es pas à l'initiative. Tu vois, c'est ça. Okay. Et après, réalisatrice, c'est la fabrication. Donc, c'est mettre en fabrication un texte que soit tu as écrit, soit on t'a donné. Et donc, en fait, c'est pour ça que je fais les trois, c'est différent, et je peux être les trois sur un projet. Une fois que tu as écrit, tu vas penser comment ça va être mis en image, en scène ou en fait, dans l'écriture interactive, j'intègre déjà des mécaniques de diffusion et d'engagement et de participation du public. Donc forcément, c'est-à-dire qu'on convoque une forme d'interface. C'est-à-dire soit c'est un web documentaire, donc déjà je réfléchis l'interface par laquelle il faut cliquer là ou faire ça, etc. Ou ça va être un conte pour enfants qui s'appelle La grande histoire d'un petit trait, qui est une histoire à dessiner, où là, à partir du moment où je l'écris, enfin où j'en fais l'adaptation, je sais comment je vais l'adapter. Donc en fait, je réfléchis à l'interactivité. Et je sais que, par exemple, c'est une histoire donc on va dessiner. Donc, en fait, le scénario intègre toutes ces étapes-là. Donc, en fait, il y a une forme de storyboard qui est déjà livrée avec le scénario. Et là, ensuite, il faut que je fabrique, quoi. Enfin, en fait, je n'arrive pas à ne pas fabriquer tout ce que j'ai imaginé parce que je sais qu'il y a encore 1000 questions qui se posent quand on commence à réaliser l'interactif et que je veux continuer l'écriture jusqu'au bout. Ouais. Et donc, donc en fait, je vais jusqu'au bout. Porter ton sujet et voir ce que tu as imaginé jusqu'au bout. Ouais, exactement. Et puis même, en fait, c'est moi qui imagine avec qui on va le faire. C'est-à-dire, s'il y a du développement informatique, je choisis avec qui je travaille. Et ensuite, je travaille avec les développeurs. Et eux aussi, ils m'aident à affiner des choses dans la narration. En fait, c'est tout un moment où il y a tout un travail d'équipe. Et comme je tiens le propos et que je sais, justement, j'ai mon point de vue et je sais où je vais amener l'histoire, s'il y a des concessions à faire sur tel truc, ça marche pas, réfléchissons ensemble à comment on va faire pour que j'atteigne mon objectif quand même. Ok, je pensais pas que c'était aussi complet parce que finalement, tu as un rôle limite de gestion de projet à la suite ok, maintenant j'ai imaginé ça, j'ai écrit ça et je veux que ça soit comme ça. Qui est-ce que je vais aller chercher pour le mettre en œuvre ? Mais en fait, un réalisateur, il convoque tous les métiers autour de lui. C'est-à-dire que, alors, il y a toujours, bien sûr, tu as le réalisateur et la directrice de production ou le directeur de production qui est avec toi. Mais en fait, on constitue l'équipe. C'est-à-dire que je choisis mon chef-op. Donc, je dis ma chef-op parce que je travaille toujours avec des femmes. Donc, et ma chef opératrice, elle va constituer, par exemple, l'équipe électricité, l'équipe machinerie, mais l'équipe caméra. Et typiquement, sur les burgers, on en discutait avec Pascal. Elle avait plusieurs profils de caméraman. On en discute toutes les deux. On se dit ça, c'est intéressant, ça, non, tout ça. Et en fait, toute l'équipe se constitue. La déco, c'est moi qui choisis avec qui je travaille à la déco. La chef déco, c'est moi qui ou le chef déco, je le choisis. Les gens au son, je travaille avec eux aussi. Donc en fait, dès que tu es à la réalisation, il y a tous les postes dont tu deviens responsable et qui eux aussi travaillent avec toi pour que ta vision aille au mieux, quoi, au bout, quoi. C'est vraiment un rôle de chef d'orchestre. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, la réalisation, c'est vraiment ça. Parce que moi, je dis souvent en rigolant que je fais rien. Donc... tu convoques les autres. Voilà, en fait, je regarde les autres faire des trucs et tout. Mais bon, je fais quand même des trucs. Mais en vrai, en fait, c'est vrai qu'il y a une organisation de projet. Mais c'est un vocabulaire qui n'existe pas dans l'audiovisuel, la gestion de projet. Et c'est vrai que moi, je viens un peu du même milieu de la com. Bien sûr. Donc, web, etc. Et donc, la gestion de projet. Et j'essaie de un petit peu remettre des connaissances que j'ai, puisque je suis assez récente dans le métier, dans le milieu de la production, etc. Donc, je me dis,
quel est le rôle de chacun, etc. Donc c'est intéressant. Je comprends. Mais c'est vrai que si on devait faire une analogie, le réalisateur, il est le DA. Le DA, le chef de projet. Mais aussi, il est le chef de projet parce que c'est toi, quand tu livres ton film ou que tu livres des montages, etc., tu discutes avec le diffuseur, donc qui serait l'équivalent du client. Mais la relation est totalement différente. Enfin, c'est pas un client. On est en co-création et co-production. Donc, en fait, on est vraiment embarqués ensemble à fabriquer quelque chose. Donc, mais c'est vrai que le réal, enfin, quand tu fais la réalisation, c'est la fabrication. Après, et après, au sein de chaque équipe, chacun a son organisation aussi. Et là, j'interviens pas dessus. Enfin, à la machinerie, t'as le chef machinot, la chef machinot qui va dire ça, hein, elle a son assistant, son deuxième machinot, tout ça. Bon, ça, c'est pas. Là, moi, je rentre pas dans les discussions à cet endroit-là. Parce que eux, ils savent ce que je veux faire. Et en fait, ils me donnent les moyens de fabriquer ce que je veux, quoi. Ce que j'aimerais qu'on aborde ensemble, du coup, c'est comment on écrit une série documentaire, parce que je sais que c'est quelque chose que tu as déjà fait et c'est un sujet qui m'intéresse, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Et ensuite, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ces notions d'interactivité et de comment tu penses les sujets en amont, comment on fait pour que ça soit vu par tout le monde et que ça soit adaptable à différents médias. Ouais. Pour la série, ma première question, ça serait à quel moment tu te dis ça sera une série? Est-ce que c'est un sujet que tu as envie de développer et quel moment ça nécessite des épisodes, ça nécessite ce format? Alors, si je vais me baser sur la dernière série que j'ai réalisée qui s'appelle Le Grand Procès, où en fait, pour moi, il y a un potentiel sériel à partir du moment où il y a une multitude de rebonds dramaturgiques potentiels dans le récit qu'on est en train, soit que je suis en train d'écrire, soit que quelqu'un est en train de me raconter. Par exemple, sur Le Grand Procès, on est sur un récit au long cours parce que c'est donc le procès des attentats du 13 novembre qui dure 9 à 10 mois. Comment raconter déjà 9 à 10 mois? Moi, j'avais envie d'en faire une série parce que je me dis, on va pouvoir faire des sujets qui se relient, une forme feuilletonnante où chaque épisode est autonome mais se relie les uns aux autres. Et quand tu regardes tout, eh ben, tu as une vision globale du procès. Enfin, c'est pas tant une vision globale du procès parce qu'on est du point de vue de Bahareh Akrami qui, elle, était sur la terrasse du Carillon le soir du 13 novembre. Donc, elle est victime des attentats. Et c'est de son point de vue qu'on va raconter toute l'histoire. Et donc, on a travaillé, en fait, avec Bahareh, quand je lui ai proposé d'adapter, parce qu'elle a tenu un journal de bord sur Instagram, et je lui ai dit, je pense qu'on peut faire une série avec ton journal, avec ce que tu as écrit, et avec ton point de vue, ça m'intéresserait. Enfin, je lui ai proposé qu'on fasse une série pour raconter, de son point de vue, le procès des attentats. Et quand on a travaillé ensemble, on a passé beaucoup de temps à réfléchir justement où elle me racontait des moments importants. Et en fait, c'est aller chercher des points saillants. Ok, ça va relever dans tel thème. Et d'avoir une approche au fur et à mesure un petit peu thématique. C'est-à-dire, tel épisode, il va traiter ça. L'autre, il va traiter ça. L'autre, il va traiter ça. Et mon fil rouge, c'est le parcours de Bahareh, en fait, comment elle évolue pendant ce procès. Au début, elle dit je suis pas une victime, moi tout va bien. Et puis petit à petit, elle rencontre d'autres victimes, elle fait son parcours, elle aussi, elle se dit non, j'ai un statut de victime, il faut aussi que je l'assume et que je le dise. Et après, elle évolue aussi dans ce parcours-là, c'est-à-dire qu'elle se confronte aux gens et tout. Et elle se confronte, enfin même elle s'est même confrontée à des accusés, quoi. Elle a rencontré des accusés. Enfin bon bref. Et en fait, tu as une trajectoire d'un personnage. À partir du moment où, enfin pour moi, ce qui constitue une série, c'est que ton personnage a une progression qui peut, parce qu'il se confronte à des situations, il avance.
que chaque épisode, en fait, tu as des règles d'écriture pour chaque épisode où, après, moi, comme j'écris beaucoup pour des formes courtes ou les réseaux sociaux, je sais qu'il faut que j'aille très vite dans les situations, que le rythme... Enfin, après, moi, j'aime bien les choses rythmées, donc voilà. Mais je sais qu'un épisode, il faut qu'on traite un sujet, qu'on le boucle, qu'on aille au bout et que notre personnage ait évolué pendant cet épisode. Ok, Tu vois ? ça c'est clair. J'aime. Tu vois, t'as la structure, en fait, chaque épisode démarre, t'as une problématique, ton personnage s'y confronte, il le résout ou pas, et cette résolution le fait avancer dans sa réflexion. Et à l'issue de l'épisode, soit, en fait, t'as plusieurs... Là, tu peux faire plusieurs choses, mais soit tu te dis, il a résolu son problème, mais hop, tout d'un coup, il y a une nouvelle situation qui arrive, et tac, tu cut, et tu sais que tu vas aller sur l'épisode suivant. Ou alors, tu assumes de résoudre le truc, mais tu laisses ton personnage dans un état de doute, et tu as envie de savoir ce qu'il va décider après. Enfin, voilà. Donc, il y a... Et ça, que ce soit pour moi du documentaire ou de la fiction, en fait, ça, pour moi, moi, je mets les mêmes mécaniques. Je fais pas... C'est pas propre au documentaire. Pour moi, c'est pareil. Après, ce qui est sûr, c'est que la matière documentaire... il faut que les gens acceptent aussi que le vécu soit redramatisé, parce que je me souviens des fois, Barré me dit, mais ça, c'était pas le même jour, on peut pas... Je dis, si, c'est pas grave. Je dis, on adapte le réel, là, on l'adapte pour la tension dramaturgique, là, ce bout d'histoire, en fait, on va le remettre dans tel épisode, comme ça, on traite vraiment ça, et après, on boucle, on termine, et on passera à autre chose. Voilà. Ça, c'est super intéressant. Ça veut dire que même dans un documentaire donc, qui est quand même hyper factuel, où on va se baser sur des faits et raconter la réalité, tu t'autorises pour la narration à changer une partie de l'histoire sans que ça change le sens et la vérité finalement, Ouais. mais à re-raconter ça. Oui, parce que de toute façon, on fabrique un récit. Donc, tu le fabriques. Donc, si c'est... Enfin, moi, c'est comme ça que je travaille. Donc, à partir du moment où je le fabrique, je sais que je vais convoquer... Enfin, j'ai besoin de rassembler des faits qui, peut-être chronologiquement, sont vachement plus éclatés. Moi, j'ai besoin de les ramasser pour que ça crée une tension et que ça crée justement un épisode qui se tienne. Parce que on peut pas diluer. La vie... Des fois, la vie est bien plus forte que la fiction, et d'autres fois, la fiction permet aussi de renforcer la réalité d'une histoire. En fait, donc c'est un truc c'est peut-être pas vrai, mais tout est vraisemblable. Parler de règles d'écriture au niveau de la série. Ouais. Est-ce que tu en as d'autres par rapport à ce que tu viens de donner sur un épisode, un sujet Je sais que moi, par exemple, je ne peux pitcher un projet que si je sais comment je vais le diffuser et comment le public va interagir avec et comment le public va le rencontrer. C'est-à-dire, je ne peux pas imaginer une histoire et ne pas savoir si je l'ai écrite. Alors, je vais citer des formes que j'ai faites pour une série sur Snapchat, pour un feuilleton Instagram, ou un live sur Twitch, ou une BD pour les téléphones. En fait, donc déjà, j'ai besoin à chaque fois de penser l'expérience utilisateur jusqu'au bout. C'est-à-dire, mon récit est là, mais en fait, comment je veux le raconter, où je veux le raconter, et comment je veux le diffuser. Parce qu'en fait, la façon de diffuser est aussi une implication, va impacter les règles d'écriture. C'est-à-dire que si tu fais une forme... par exemple, le Grand Procès, c'est 13 épisodes mis en ligne en plusieurs fois. C'est-à-dire pas les mêmes jours, etc. Voilà. Après, mais avec un calendrier pas clair. C'est-à-dire que c'était le lundi machin sur Snap, le mercredi sur Insta, 2 semaines plus tard. Bon, bref. Donc là, on est sur une diffusion hyper éclatée. Donc en fait, l'épisode doit vraiment tenir tout seul et que t'aies pas besoin de regarder tous les autres épisodes pour comprendre. Il y a une autre forme que j'ai pu faire qui s'appelle Été, qui était un feuilleton sur Instagram. C'est le premier feuilleton BD avec une diffusion quotidienne à midi que Arte a produit.
sur Insta. Donc, c'était vraiment une toute première, c'était en 2017. Et là, je sais que j'ai un feuilleton, et donc tous les jours, j'ai un nouvel épisode. Et ça, en fait, c'est déjà un contrat d'écriture parce que tu sais que les gens, tu les emmènes dans une expérience où pendant 60 jours, ils vont avoir un nouvel épisode à une heure fixe, etc. Et ça va, et que je le diffuse sur Instagram. Pourquoi je le diffuse sur Instagram? En fait, là, je fais le chemin à l'envers. Donc, je prends mais pourquoi je le diffuse sur Instagram? Parce que je veux raconter l'histoire là où les gens se trouvent, qu'on est en 2016 quand j'imagine ce dispositif et que Instagram est en train de monter, mais aussi un espace très libre, beaucoup moins algorithmé et moins publicitaire. Donc, aussi, il y a des formes possibles. Et ce qui m'intéresse, c'est de construire un récit quotidien et de penser à une diffusion où j'implique le public tous les jours dans quelque chose. Et à la fin de l'été, ce que je veux, c'est que l'histoire, alors qu'on l'aura suivie en diffusion du 1er juillet au 31 août, quand on arrive le 31 août, qu'on a loupé tout, je veux aussi qu'ils puissent vivre une expérience de lecture. Et donc là, j'ai créé un palindrome narratif où en fait, l'histoire, tu peux la lire du dernier épisode, parce que tu sais, sur Insta, c'est l'épisode le plus récent, enfin, c'est la dernière publication qui est en haut. Et donc, on avait imaginé, enfin, non, j'ai imaginé, parce que c'est pas on, c'est je. J'ai imaginé un dispositif où, quand on arrivait au 31 août, le dernier épisode diffusé devenait le premier. Et tu pouvais lire la série dans ce sens-là. Ok. Donc ça, je pose toute cette grammaire-là, et je sais que je veux que ça parle d'amour, que... Bon, voilà. Donc moi, j'imagine toute une structure. Là, j'ai un dispositif, mais j'ai pas l'histoire. Mais je sais avec qui je veux travailler, avec Thomas Cadenne, qui est un auteur de bande dessinée que j'aime beaucoup, et je lui pitch le projet. Et donc, je lui pitch en fait un ensemble de contraintes narratives et d'un dispositif. Et là, il dit « Ok, pas de problème. » Il aime bien. Ça tombe bien. Et là, avec Joseph Safieddine, ils imaginent une histoire où c'est Abel et Olivia qui sont en couple. Tout va bien. Et juste avant de s'installer ensemble, ils se donnent un été pour tout tester chacun de leur côté, pour être sûr de ne pas louper un truc dans leur vie quand ils vont se mettre en couple. Okay, et donc, tout l'été, tu suis un épisode du point de vue soit d'Abel, soit d'Olivia. Sauf que tu progresses dans l'été, ça s'effrite, ça va moins bien. Et à la fin, ils se disent, en fait, on va pas rester ensemble. Et quand tu arrives à la fin, quand tu prends l'histoire dans l'autre sens, c'est Abel et Olivia sont en couple, ça va pas trop bien, mais avant de se séparer, ils se donnent un été pour tester, voir si vraiment ils se séparent. Et là, tu refais l'histoire dans l'autre sens et ils finissent ensemble. Donc ça, c'est brillant de la part de Thomas et Joseph. Et après, il y a plein de choses où moi j'ai participé dans l'écriture, la réalisation, justement la scénarisation des épisodes, les contraintes avec Insta et tout ça. Et donc, tu vois, en fait, j'ai pas de règles, c'est-à-dire c'est plutôt, je me dis, ok, j'ai envie de raconter une histoire, et à partir du moment où je sais où je veux enfin, c'est un peu confus parce que moi, tout arrive en même temps. C'est-à-dire, je sais ce que je veux écrire, comment je veux l'écrire, où je veux l'écrire, et que je ne peux pas la réaliser ailleurs. Sur ce projet, c'est toi qui t'es dit, j'ai envie de réaliser une série... Non, c'était une productrice. Non, c'est moi. C'est toi, de tout début, tu t'es dit, j'ai envie de réaliser un feuilleton. Je veux faire un feuilleton sur Insta, en BD, un palindrome narratif. Palindrome. Palindrome, tu sais, c'est les mots comme kayak. C'est un mot que tu dis dans un sens et dans l'autre. Ok, oui. Voilà. Et parce que j'ai fait plusieurs diffusions de dispositifs interactifs, et une fois que tu avais fini ta diffusion en temps réel, événementiel, en fait, ton contenu est mort, quoi. C'est-à-dire que la participation ne peut plus exister parce que... Enfin, voilà. Et donc oui, moi, je réfléchis à tout ça. Et donc, les règles d'écriture, tu vois, elles sont propres à ce sujet-là parce que je veux imaginer une narration pour les réseaux sociaux. Enfin, c'est pas pour les réseaux sociaux, c'est pour Instagram. Je voulais faire un truc sur Instagram. Je voulais faire un feuilleton BD sur Insta. Et je réfléchissais, la structure, les cases, qu'est-ce que ça voulait dire, comment on organise l'histoire. Et j'arrive avec ce concept-là, question je propose à un producteur, et ensuite à 2 scénaristes qui rentrent dedans. Et ensuite, moi, je participe aussi dans l'écriture et la réalisation. Oui, c'est fou comme c'est collectif comme projet.
Et finalement, j'imagine que ça nourrit l'histoire de plein de manières, mais c'est donc c'est les personnes que tu as contactées qui ont choisi de raconter cette histoire. Absolument, ouais. Et ensuite, toi, tu es venue écrire. Après, non, en fait, ce qui se passe, c'est là, on est un endroit assez hybride. C'est que Thomas et Joseph, donc, vraiment font le scénario. Mais avant de faire le scénario, on a fait un séminaire où on a cherché ensemble plein d'idées. Donc, en fait, c'est comme si je pense on pourrait dire, j'ai participé à la Bible. C'est-à-dire, j'ai créé la Bible du projet. Les personnages, on y a réfléchi ensemble. Et c'était un travail collectif parce qu'on était 5. Parce qu'il y avait également le producteur, Julien Aubert, et Martin Morales, qui était le chargé de développement dans la boîte de prod qui n'existe plus, mais voilà, et qui s'appelait Bigger Than Fiction. Et on était 5, en fait, à imaginer vraiment toute l'architecture du feuilleton. Et après, c'est Thomas et Joseph qui ont écrit les dialogues, qui écrivaient les différents épisodes. Et moi, j'étais en relecture. En fait, là, je fais un travail de réalisatrice où je relisais tous les épisodes, je leur faisais des retours critiques, etc. Et ensuite, avec le dessinateur, on pensait aussi à des mises en scène d'épisodes et tout ça. Et à la fin, voilà. Donc, effectivement, la création, elle est collective. Même moi, quand j'écris Patience, mon amour, on l'écrit à 2. Enfin, tu vois, j'écris pas seule. Enfin, moi, j'écris pas seule. Jamais, ok. Non, jamais. Si je reprends les étapes, tu as eu l'idée, l'envie de faire un palindrome de série. Tu t'es dit, j'écris des principes de réalisation. De narration, là, pour de narration. Ouais, c'est un truc hybride parce que c'est le moment où la narration, et comme elle est constitutive de la diffusion, effectivement, c'est peut-être un peu de la réal aussi. C'est peut-être un mélange des deux. Quand tu écris des principes de narration, réalisation, c'est quoi que tu écris? Alors, j'écris comment ça s'appelle C'est une liste de points que tu fais où tu te dis... Ah non, non, parce que non, des bullet points et tout, non, ça n'existe pas dans ce qu'on écrit. Non, on écrit une note d'intention. D'accord. Où tu dis pourquoi tu veux l'écrire comme ça, comment tu architectures ton récit, ton dispositif. Et en fait, c'est une note de réalisation et une note d'intention. Et après, pour le proposer à Arte, tu arrives aussi avec un synopsis et une architecture de récit et l'équipe artistique. Tu dis avec qui tu vas le faire. Et tu as déjà toutes tes histoires que tu veux raconter? Non, t'as pas tout. Non, un synopsis, c'est un résumé. Donc, c'est raconté en 3 pages ce que tu vas raconter en 90 pages. Enfin, le scénario, tu vois, je sais plus combien de pages il faisait, mais il faisait bien 120, peut-être 120 pages, je me souviens pas du tout. Mais par exemple, si on prend Patience, mon amour, le scénario, il fait 130 pages. Ah oui. Pour 30 épisodes de 3 à 5 minutes, tu vois. Donc, un film, en général, là, on dit 100 pages. Un film, c'est 1 minute. Enfin, c'est 100 pages, quoi, on dit. 100 pages. Mais c'est un chiffre... 1 minute, 1 page ou c'est... Alors oui, normalement, on dit ça. Donc 100 minutes, tu vois, ça fait 1h40. Tu vois, finalement, c'est le... Donc, mais ça, c'est des chiffres... Enfin, après, ça se reconfronte à la réalité, mais ouais, on dit généralement une page égale 1 minute. Non, mais c'est intéressant d'avoir des chiffres, ça permet aussi de visualiser, de s'entendre. Ouais. Enfin, on imagine. Là, oui, non, mais c'est ça. En plus, c'est pas mal de... Effectivement, un film, tu te dis, c'est 100 pages. Et de dialoguer, hein. Donc voilà. Je reprends les étapes. Oui, pardon. T'as la note. Je suis plus dans les étapes. Non, mais si. Alors, tu écris une note d'intention. D'abord, tu écris une note d'intention, tu écris un synopsis, des intentions de réalisation aussi. C'est-à-dire comment tu vas le fabriquer. Comment, par exemple, sur le grand procès, si on revient sur ça, je vais dire qu'on prend les dessins de Baharé, qu'on les mélange avec les dessins de Benoît Perruque, qui est un dessinateur de presse, qui est un des seuls à pouvoir rentrer dans la salle de procès et donc à pouvoir faire les portraits des différentes personnes, parties prenantes du procès, le juge, les victimes, les coupables, les avocats, etc. Donc j'explique que je vais mélanger ça, que je vais
que tous les textes seront mis en scène dans des bulles, façon BD, que j'aurai une voix off qui raconte des choses, que j'ai mon design sonore, que je veux faire des effets de surimpression de texte, d'animation, etc. Et en fait, tu racontes tout ça, tu dis comment tu veux faire. Mais t'as pas fait encore. Et donc, ça, tu le fais avant de contacter un producteur? Ou ensemble, vous en discutez? Sur la réalisation, tu peux être moins précis. L'étape à laquelle tu rencontres plutôt un producteur, c'est tu as une idée, tu as écrit une note d'intention d'écriture et un premier synopsis. Là, tu peux commencer à rencontrer des productrices et à discuter. Et ensuite, avec lui ou avec elle, tu montes un dossier qu'on appelle de développement. Où là, l'étape de développement, c'est aller chercher des sous donc, à des niveaux régionaux ou nationaux ou par des bourses pour fabriquer un prototype ou un pilote. C'est ça l'objectif du développement. Et pendant le développement, tu écris toute l'histoire, par contre. Tu écris tout ton scénario, tout est dialogué, tous tes épisodes, tu écris tout. Une fois que tu as fini ton développement, il faut que tu engages un diffuseur avec toi. C'est-à-dire qu'il faut qu'un diffuseur te dise « Ouais, on va diffuser ce que vous avez imaginé. » Donc, on vient le coproduire. Donc là, c'est-à-dire qu'ils viennent mettre des sous. Et là, on peut aller chercher des aides à la production qui sont, pareil, à des niveaux régionaux, enfin départementaux, régionaux, nationaux. Donc, CNC, ici, région Aquitaine, ou voilà. Et tu demandes, donc tu fais un dossier de demande de production. Et là, donc, tu livres l'intégralité de ton scénario pour qu'ils jugent, en fait, de l'histoire que tu veux raconter. Et là, comme tu as fait un prototype ou un pilote, tu le donnes à voir et tu argumentes ce qui a réussi, ce qui n'a pas réussi, les intentions, tu as testé tel truc, ça ne marche pas, donc là, tu vas faire ça autrement, etc. Et tu expliques là vraiment comment tu vas le réaliser. Ok. Et tu as ton format, forcément. Parce que tu sais que tu vas fabriquer ça, et pour fabriquer ça, il faut tant de gens, ça coûte tant d'argent. Voilà. Ça marche. Sur la phase de développement, donc là, tu arrives où tu écris littéralement ta série. Tu commences par quoi? Tu as déjà ton arc narratif complet? Oui ou non, ça dépend. Mais en tout cas, c'est l'objet du développement. C'est de créer toutes les arches, de créer la Bible, en fait. Donc, de faire les fiches personnages. Enfin, là, c'est sur de la fiction. En documentaire, il n'y a pas la fiche personnage. Tu vas chercher des histoires, tu vas rencontrer des personnes autour de ton sujet. En fait, tu l'as... Alors, oui... normalement déjà fait pour avoir l'idée, ouais, en fait... Alors moi, comme j'ai jamais fait de documentaire classique où tu vas interviewer quelqu'un et tout, je sais pas comment ça se passe en vrai. Parce que moi, j'ai pas fait... Si on prend le grand procès, c'est toi qui as trouvé l'histoire de cette personne, c'est toi qui as vu sur les réseaux et tu t'es dit, tiens, ça, ça va être elle que j'ai envie de mettre en avant dans mon histoire. Alors, c'est pas mon histoire. C'est plutôt, j'ai envie de raconter, j'ai envie de réaliser une série où c'est Bahareh qui est autrice et j'ai envie d'aller travailler avec elle sur comment justement construire un récit d'une série pour les réseaux sociaux. À ce moment-là, vous faites un rendez-vous où vous discutez ensemble, elle te raconte. On travaille pendant 3 jours où en fait, je lui pose 1000 questions, quoi. Donc, je lui pose plein de questions, elle me raconte des choses. Il y a des choses et au fur et à mesure, on note des choses qui nous semblent importantes. Moi, petit à petit, je vois des structures à émerger. En fait, je me dis ça peut aller là. Là, j'ai un thème. Ça, on en a déjà parlé, donc ça, non, on n'en parlera pas. Et en fait, je l'interviewe pendant plusieurs jours et on discute, sachant on fait un travail en présentiel et puis après, on continue par des coups de fil où il y a des trucs que je comprends pas, tout ça. Et à l'issue de ça, donc je lui propose une structure, un enjeu par épisode, où je donne la situation de départ, ce qui va se passer et l'arrivée. Et en fait, après, c'est elle qui écrivait son texte dans cette matrice-là, on va dire. Et ensuite, je relis, je coupe, je rythme, etc. Parce que moi, je sais que derrière, je réalise.
Donc là, je dis là, donc je dis là, on va mettre telle image. Donc c'est moi, et je lui demande de faire tel dessin. Genre, ça, est-ce que tu peux l'illustrer avec ça? Machin, nan. Et en fait, on fait une forme de storyboard. Ok. Et ça, tu le fais pendant le développement et tu fais pas pour tous les épisodes. Tu fais un épisode comme ça où vraiment en entier, tu l'as développé et tu l'as créé tout. On a écrit tous les autres épisodes, mais on les fabrique pas. C'est en production où tu fabriques les autres épisodes. Tu peux pas tout fabriquer en développement. C'est pour permettre de se projeter dans quelque chose. Exactement. Et En fait, ensuite, ça tu permet de décides. poser toutes tes intentions de ton, de rythme, d'image, comment, à quel moment tu mets un générique, pourquoi, de poser les intentions sonores, de la musique. Enfin, voilà, tu poses tout, quoi. C'est ton modèle. C'est le modèle que tu vas suivre après. T'as Ou parlé. pas. Parce que À voir. j'ai fait des pilotes, j'ai fait un pilote que j'ai entièrement jeté à la poubelle, par exemple. Ah ouais? Oui. Pour quelle raison? Parce que ça n'allait pas. Donc en Ouais. fait, on l'a refait. Ok. Voilà. Ouais, on s'adapte en fonction. Ouais. Tu as parlé de storyboard. Est-ce qu'il y a d'autres outils que tu utilises? À quoi ça ressemble un peu tes documents de travail? Alors, ils sont très différents en fonction des projets. J'essaie de passer beaucoup par du papier et du crayon au début pour réussir à conceptualiser ce que je veux faire. Parce que même pour des projets de VR comme Lady Sapiens, donc là, on est dans de la VR interactive en 6DoF, c'est-à-dire l'utilisatrice peut se déplacer avec son casque, interagir, attraper des objets dans le décor et tout ça. Même pour ça, au début, ce que j'ai fait, j'ai fait un plan vu d'en haut au feutre, où je faisais mes dessins et je réfléchissais où il allait se déplacer, etc. Donc, je fais des choses à l'échelle. Donc, je passe par ça. Après, il y a beaucoup de textes. En fait, j'écris beaucoup. Il y a, pour les burgers volants, le passage, donc les scénarios, donc finalement, on les a écrits dans Final Draft, qui est un logiciel qu'on utilise pour créer du scénario, quoi. Et finalement, on est revenu à cette forme très simple. Avant, on était passé par une narration sur Twine, qui est un logiciel gratuit qui permet de faire une narration en arborescence avec des choix, cliquer. Donc, tu peux livrer une version d'un texte à cliquer avec Twine. Donc ça, c'était intéressant. Mais en fait, on s'est rendu compte parce que les burgers volants, la première version du scénario, c'était 800 pages. Donc, 800 pages à gérer dans Twine, c'était pas possible. Donc, on est repassé à une version sur Final Draft. Après, les outils, ça fait longtemps que je l'utilise plus, mais parce que je fais moins d'interfaces. Mais avant, j'utilisais OmniGraph là, aussi, qui me permettait de créer mes interfaces web, où je savais où je voulais faire cliquer, etc., évoluer, architecturer le contenu. Mais ça fait longtemps que j'en fais plus. Parce que comme j'utilise des interfaces qui existent déjà, que ce soit Twitch ou Insta, en fait, je sais que je rentre dans leurs contraintes d'interface. Donc, je sais pas, genre là, géolocaliser un épisode, il y a la légende en dessous, enfin, on peut avoir du texte, tout ça, ou Twitch, on a l'espace sondage, ou créer des défis de la communauté, etc. En fait, j'utilise les outils existants, donc je travaille moins sur des interfaces. Tu as parlé de 800 pages. Ouais. C'est énorme. C'est trop. Ça prend combien de temps un petit peu l'écriture d'une série? Si on prend Le Grand Procès, on a dit 13 épisodes entre 3 et 5 minutes. Oui. Est-ce que tu saurais me dire un petit peu une estimation? Faut pas que je me trompe parce que... Alors, j'ai pas révisé. Je dirais qu'en général, le délai pour écrire, je dirais qu'il est à peu près d'1 an et le délai pour fabriquer à peu près d'1 an. Je dirais ça pour des œuvres interactives. Des fois, on peut faire plus court, des fois, on peut tout ramasser sur 1 an, mais c'est beaucoup plus compliqué et plus périlleux. Mais voilà. Je dirais, attends, Le Grand Procès, de mémoire, je dirais qu'on a démarré vraiment la construction des épisodes. J'ai un souvenir de janvier à mars.
où on était en écriture avec Baharé, et faire les allers-retours parce que tu valides tout au fur et à mesure avec Arte aussi. Il faut se dire qu'on n'est pas genre ah ça y est on produit, on fait ce qu'on veut et on livre. Non, non. Arte est mobilisé à plein de moments de la validation du texte, des intentions de graphisme, des premiers montages d'épisodes, etc. Et donc, comme ça, je dirais que pour la phase de production, de janvier à mars, on a écrit. Ouais, on a fait les écritures, etc. On avait... et en mars, on a commencé à fabriquer les épisodes. J'avais trois équipes, 3 personnes différentes qui pour réaliser les épisodes, parce qu'en fait, si c'était tout le temps la même personne, genre, je pense que j'avais calculé, je crois qu'il fallait 5 semaines pour faire un épisode. Un épisode de 5 minutes? Ouais. C'est énorme. Ouais, 5 semaines, parce que en fait, il y a tout le temps de travail de préparation des éléments, tous les tests de motion, de mettre en place, etc. Ensuite, le motion designer m'envoie une V1, je fais des allers-retours avec, on corrige, je regarde, ensuite on envoie au producteur, on fait des allers-retours, ensuite on repasse, ensuite moi je refais un aller-retour, et ensuite on livre à Arte, ensuite Arte nous fait des retours, et ben ça, pour moi, il nous fallait 5 semaines pour livrer à Arte, et ensuite Arte a le rediscuté, etc. Donc je pense qu'on était sur du 2 mois, mais enfin 8 semaines, non, plutôt 8 semaines de fabrication, mais non consécutives, donc étalées dans le temps. Et en fait, pour aller plus vite, donc si on faisait 8 semaines par épisode avec une seule personne, vu qu'on avait 13 épisodes à produire, on n'allait pas s'en sortir. Donc on avait parallélisé, donc je lançais en fabrication 3 épisodes, on va dire, en parallèle. Et de mars à... en fait, à juillet, parce que je me souviens, je suis partie en tournage, donc en fait, j'avais plus trop le choix. Donc en fait, on l'a fabriqué mars, avril, mai, juin, juillet, 5 mois, tu vois. Et je sais qu'il y avait encore des reliquats en septembre. Des derniers trucs à régler en septembre. Donc voilà. Ça, c'était pour la production. Mais le développement, c'est des temps plus longs parce il faut laisser plus d'air entre les étapes de travail. Pour La production, tu travailles, réfléchir. ça y est, tu es dans un tunnel, tu pars, on fabrique. Le développement, il y a des moments où il faut laisser poser un scénario. C'est-à-dire que tu écris des choses, il faut laisser passer 2 semaines, tu vas faire d'autres trucs, et puis tu relis pour retrouver la fraîcheur et tout ça. Et donc, il faut pas enquiller, quoi, à fond. C'est-à-dire que tu as plusieurs projets en même temps? Ouais. Oui. Ça, je fais attention à en avoir plusieurs à différents stades de travail. Et oui, pour créer du mouvement dans ma tête aussi et pas être en tunnel. Après, l'année dernière, j'ai fait un essai justement de faire un seul projet. Donc, c'était les burgers sanglants, où là, je n'ai fait que ça, écrire et le réaliser. Et je sens bien maintenant que ça m'a manqué de pas faire d'autre chose. Et en même temps, j'avais pas le temps de faire autre chose. On a mis 8 mois, quoi. Ouais, tu as ce besoin d'aération. Ouais. Moi, j'ai une question. C'est quoi une bonne série? Oh là là. Une bonne série, c'est une série où moi, je me place du point de vue des spectateuristes. C'est une série où t'as vécu des choses, quoi. C'est une série qui reste en toi. Une série qui t'a laissé des émotions et qui reste, quoi. Où les personnages, ils restent vivre avec toi et tu vis avec eux. C'est beau. Ouais, je suis d'accord. C'est quelque chose qui te reste en tête et qui va te permettre d'évoluer, de poser des questions ou de revivre certaines choses. Ouais. Et c'est beau. Comment tu traduis ça dans l'écriture? Oh là là. Dans l'écriture, là, c'est un boulot de fou, en fait. C'est énormément de travail parce que il faut avoir des personnages très forts, des personnages qu'on n'a pas encore vus, parce comme il y a une surabondance de séries maintenant, enfin, je veux dire, il y a énormément de personnages qui existent déjà, donc faut que ce soit une rencontre, donc il faut vraiment créer un personnage unique. Et après,
il faut une histoire. En fait, qu'est-ce que c'est une bonne histoire? C'est une histoire qui te bouscule, quoi. Donc, comment la faire dans l'écriture? Faut réussir à la fabriquer. Donc, moi, après, pour le coup, je m'inspire beaucoup de choses que j'ai vécues ou que je connais. Donc, moi, je me base beaucoup sur le réel. Ouais. Voilà. Donc, j'invente pas grand-chose. Ouais. J'invente pas grand-chose. Donc, enfin, c'est trop dur comme question. Non, mais en fait, c'est un énorme travail de personnages, de structuration des épisodes, de trouver une arche, d'avoir des règles que ton personnage avance tout le temps, qui ne se répète jamais, que tu le confrontes de plein de manières à son problème, à son trauma, à son conflit interne, conflit externe. En fait, il y a plein de choses, c'est très mécanique. Enfin, il y a beaucoup de mécanique, mais parce qu'une série, c'est très structurel, en fait, le déroulé. Mais il faut que tu arrives à rendre tout ça vivant et avec de l'émotion et qu'on voit pas cette structure. Alors qu'en fait, c'est très cadré. Moi, je trouve qu'il y a une grammaire qui préexiste déjà. Quand tu dis une grammaire, c'est un type d'épisode, enfin, c'est... C'est ce que je dis. En fait, c'est quand tu fais ta fiche personnage, tu sais qu'il faut un conflit interne, un conflit externe, son moteur. Enfin, je sais plus. Enfin, il y a une fiche personnage. T'as déjà. Si tu remplis vraiment bien, si tu crées très bien ta fiche personnage, en fait, ce qu'il n'osera jamais dire, son point de limite. Il y a plein de trucs comme ça. Ça, déjà, c'est des règles et tu sais que ta série va venir en fonction de l'enjeu de ta série. Tu vas confronter ton personnage à cette problématique-là et tu vas le confronter de plein de manières différentes, soit de lui-même à lui-même, soit parce qu'il y a un événement extérieur. Et c'est là où je dis que c'est mécanique, c'est-à-dire que tu sais, c'est structurel, c'est-à-dire il faut qu'à un moment ton personnage se confronte. Il faut qu'il se confronte, qu'il croit qu'il a réussi, qu'il n'a pas réussi, après il y arrive. Et quand il y arrive, ça l'amène à un nouvel endroit, mais sauf que ça le reconfronte. Enfin bon, bref. Donc c'est une progression, quoi. Mais oui. Non, c'est pas facile, mais c'est super intéressant de justement qu'est-ce qui fait que la série est addictive, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de regarder la suite. C'est les personnages, en vrai. Les personnages, c'est le plus important pour toi. Je pense, ouais. Si tu y réfléchis, c'est les gens, en fait. C'est l'histoire des gens. C'est ça qui est le plus important. Enfin, après, non, parce qu'après, tu as aussi des récits d'histoire. Hein, donc bon, là... Mais moi, je fais pas du tout ça, donc... Mais je pense que tu as aussi, tu racontes la vie de Napoléon. Bon, bref, Napoléon, ça m'intéresse pas trop, mais... ouais, je sais pas, oui, il y a peut-être des récits historiques où là, l'autobiographie, le biopic et tout, c'est d'autres exercices, mais finalement, ça se concentre aussi autour d'un personnage. Donc, quand tu écris ta série, une fois que vous avez fait le développement, presque la production, est-ce qu'il y a des questions que tu te poses à la fin, ou quand tu te relis, que tu t'obliges à te poser, je sais pas justement, est-ce que il y a assez d'émotions dans mon écriture? En fait, quand tu arrives à la fin, tu es à un niveau où déjà, il faut se dire que tu l'as réécrit presque peut-être 8 à 10 fois chaque épisode. Donc, il faut accepter aussi de beaucoup se relire, réécrire et avoir un regard critique. Donc, il faut se dire que tu es passé beaucoup de fois dessus déjà. Je pense que le plus dur à la fin, c'est de réussir à retrouver du recul et en fait, tu sais qu'il y avait tel ou tel point. Est-ce que... En fait, c'est de refaire des lectures avec des détails. Là, on est au niveau du détail, en fait, à la fin. Il faut juste que chaque détail fonctionne. Donc, non, ouais. Tu l'as beaucoup passé au tamis, quand même, ton scénario. Hein. Et quand tu le passes au tamis, justement, tu as une liste de questions, enfin une liste, je sais pas si... Alors, en vrai, non. Non. J'ai pas de questions type, je vais relire. Je vais plutôt essayer d'avoir une vision d'ensemble, de voir les épisodes et de voir si ça s'enchaîne bien, s'ils ont tous bien leurs enjeux. Éventuellement, tu peux encore changer l'ordre des épisodes.
Enfin voilà, c'est plus, à la fin, c'est d'essayer d'avoir un regard global. Sachant que, bien sûr, il y a le montage. Enfin là, sur le grand procès, le montage tout se faisait en même temps. Mais quand tu es sur une fiction, même si tu as fini l'écriture de ton scénario, ensuite tu as le tournage et ensuite tu as le montage. Et donc le montage, c'est encore une autre écriture. Parce que tu vas réécrire encore des choses que tu pensais qui étaient hyper bien tenues dans ton scénario. Et non. Que nenni. Et ça ne marche pas. Surprise. Ça ne marche pas. Donc il faut retrouver des solutions au montage. Pour conclure cette partie sur les séries, est-ce que tu as un dernier conseil à donner à quelqu'un qui veut écrire de la série documentaire? Est-ce que tu as une chose qu'on n'a pas abordée et tu te dis: «Tiens, c'est important quand même quand on écrit, ce type de projet»? Eh ben, moi, je dirais, une série documentaire, en fait, maintenant, il y a plusieurs endroits pour la diffuser et de vraiment réfléchir dès le départ à où on veut la diffuser et pourquoi. Parce que je pense que ça va changer l'écriture. Ouais. Et si c'est sur YouTube, une série sur YouTube, pour moi, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes formats que sur Insta et c'est pas le même format qu'à la télé. Bien sûr. Voilà. Ouais. Donc je dirais de penser à ça très vite, en fait. Ouais, dès le début. Ouais. Super. Merci. Sur ton site, tu écris, «J'essaie de faire des œuvres numériques accessibles qui s'inscrivent dans les usages et le quotidien des gens. Les œuvres sont trop souvent uniquement diffusées dans des festivals, condamnées à être à un certain entre-soi, ce que je regrette profondément». OK. J'ai écrit ça. Oui, tu as écrit ça. Comment ça se traduit concrètement? Alors je pense que j'ai écrit ça à un moment où on était, c'était en fait, moi, ce que je cherche, c'est vraiment que les histoires, elles rencontrent le public et qu'elles le rencontrent, gratuitement en général, mais enfin grâce au service public. C'est quand même toute la force de la culture qui est diffusée par Arte ou France Télé, c'est que c'est gratuit. Donc c'est extrêmement précieux de pouvoir, raconter des histoires et y accéder sans payer. Et en fait, je pense parce que, en fait, je veux pas qu'il y ait de barrière technologique et pour accéder au contenu. Et par exemple, pour moi, la VR, ça devait être un moment où je devais me questionner sur la VR, mais parce que, la VR, il faut acheter un casque, qui devient vite obsolète. C'est des expériences assez individuelles, ou alors, cantonnées pour 50 personnes et qui effectivement ont énormément de mal à trouver des circuits de diffusion. Alors ça a certainement évolué, depuis que je n'en fais plus, mais en fait, je veux pas ce rapport-là au public, effectivement. Je cherche, un rapport vivant et et le vivant pour moi, se traduit aussi par une participation et que les gens puissent regarder, se regarder, faire des choses, entre eux, enfin et donc je cherche à faire des formes qui effectivement vont chercher le public là où il est et lui proposer une expérience. On en a un peu déjà parlé, mais est-ce que tu peux me parler de c'est quoi justement ces projets qui vont chercher le public? Bah, Heu, c'est les 2 derniers, enfin, les 2 derniers et puis aussi des projets de théâtre que j'ai pu écrire, mais les 2 derniers, c'est en fait, c'est donc Les Burgers Volants et leur suite, Les Burgers Sanglants, qui sont 2 fictions interactives, jouées et diffusées en direct sur Twitch, YouTube, et Les Burgers Sanglants ont la spécificité d'avoir aussi été diffusés en direct dans 27 salles de cinéma, où en fait, pendant 2 heures, c'est le public qui choisit en direct de la suite de l'histoire. Ça veut dire qu'on crée tout un dispositif où je suis en multicaméra, où nos personnages, nos comédiens, comédiennes ont appris toutes les variations possibles du texte, donc toutes les branches du texte. Et ce soir-là, on ne sait pas ce qu'on va jouer. On connaît tous les textes, on sait tout ce qui peut se passer, mais on ne sait pas ce que va choisir le public. Et donc, grâce à un outil de sondage sur Twitch, on lance des sondages régulièrement, le public vote, et en fonction de ça, on va dans telle branche ou telle autre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant 2 heures, on est en train de fabriquer ensemble une histoire, et on fabrique en fait un moment aussi, une expérience vivante, parce que le public
interagit entre viewers, quoi, et ils discutent dans le chat. Il y a aussi des gens qui ont choisi de le regarder à plusieurs chez eux, donc ils interagissent entre eux. Ils regardent sur un grand écran, ils interagissent entre eux. Des gens qui vont au cinéma pour le voir, qui peuvent discuter entre eux aussi, qui ont des gens à côté d'eux, qui voient qu'ils ont fait « t'as voté quoi ? Ah ouais, non, moi je suis pas d'accord », etc. Donc on crée ce moment où des gens sont ensemble. Nous, forcément, on fait des erreurs parce qu'on est en direct, donc il nous arrive plein d'accidents. Sauf que les gens voient très bien qu'on est en train de faire une histoire en direct, et donc on crée quelque chose d'unique, quoi. Ouais, un lien aussi entre la production et Voilà. le viveur. Et ça, pour moi, là, on est dans une forme extrêmement intéressante parce que on est dans du numérique vivant. Est-ce que ce numérique vivant, il peut se retrouver dans le documentaire ? Oui, parce que, moi, je n'en ai pas fait, mais je sais qu'Arte a fait des documentaires en direct sur Twitch. Ça s'appelle Minuit. Midi. Ah, je sais plus, flûte. Mais autour de minuit, voilà. Et c'était ils ont fait plein de documentaires en direct. Donc tu peux retrouver ça. Et c'est une toute autre écriture qui est super intéressante. Je sais que tu as fait aussi d'autres projets qui participent justement à ce... Je sais pas si tu mets ça dans le numérique vivant, mais en tout cas dans le vivant, avec Lady Sapiens, qui est une expérience du coup qui s'est retrouvée dans un musée. Ouais, c'est ça. Là, justement, c'était une expérience VR. Et j'ai accepté de la faire parce que je savais qu'elle serait diffusée dans plusieurs musées et que donc elle serait ouverte aux familles, c'est-à-dire à un public, au grand public, et justement réussir à sortir d'une diffusion trop confidentielle. Et ça, c'est pour ça que j'ai accepté de le faire. Aussi, le sujet me plaisait beaucoup et le dispositif était super intéressant. Et c'est toujours ça se joue toujours au Paléosite à Saint-Césaire dans la Charente. Ça joue au Musée de l'Homme et dans d'autres endroits, dans d'autres musées. Et effectivement, après, c'est une expérience où donc c'est proposé on projette en fait la personne met le casque et se retrouve projetée à l'époque de la préhistoire, au Paléolithique, et se retrouve projetée dans le corps d'une femme. Et en fait, ce que je veux, c'est que les gens, en vivant dans le corps de cette femme, un quotidien, reconstruisent en fait l'imaginaire de la préhistoire et se rendent compte que les femmes et les hommes partageaient tout et que les femmes savaient tout faire. Et contrairement à ce qu'on a pu nous raconter, où il y avait que les hommes masculins qui allaient dans les grottes pour peindre et qui avaient le seul pouvoir de créer, c'est complètement faux. Et qu'il y avait que eux qui allaient à la chasse. Non, les femmes aussi y allaient. Bref, la réalité est bien plus compliquée, est bien plus complexe que ça. Et surtout, il faut accepter qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on ne sait pas que de choses qu'on sait sur la préhistoire. Et donc là, ce qui m'intéressait dans cette expérience, donc, c'est qu'elle est interactive, elle dure 12 minutes et en fait, tu vas traverser le quotidien d'une femme de la préhistoire. C'est interactif et c'est vivant, effectivement. Tu interagis avec un contenu et tu traverses des choses et tu refabriques un imaginaire, en fait. Mais c'est un jeu. Parce qu'il n'y a aucun contenu documentaire, on t'a pas de voix off qui te dit « oui, alors on s'est tous trompés à la préhistoire ». Non, en fait, ça m'intéresse pas. C'est de mettre les gens dans l'action et dans le jeu. Et de fait d'avoir ces actions et de jouer, ça va forcément créer un autre souvenir en fait en eux et une autre connaissance. Donc voilà. Ça devient une expérience finalement plus que quelque chose que tu regardes et potentiellement tu oublies facilement. Ouais. On en revient à vivre des choses. Oui, et après, néanmoins, ça reste une expérience individuelle. Et c'est vrai que maintenant, je cherche à créer du collectif. C'est ça aussi qui compte dans le vivant pour moi. C'est de comment rassembler les gens. Ouais. C'est une thématique qui me parle aussi. C'est intéressant. Je serais curieuse de savoir comment tu fais ça avec du documentaire. Le docu, j'ai pas fait, hein, sincèrement. Ouais. J'ai pas... Parce qu'en fiction, tu as des expériences. La fiction, pour moi, c'est les burgers. Ouais. Les burgers, c'est du collectif. Ouais. C'est du collectif. Et puis même pour le fabriquer, c'est une expérience incroyable pour toute l'équipe technique. Parce que le direct, c'est un truc de fou, quoi. Ouais.
J'encourage tout le monde à aller voir le post-mortem de ce projet parce que vraiment, on n'imagine pas en fait tout le travail qu'il y a derrière. Et c'est passionnant, et tu le racontes très bien, le travail des caméras qui bougent, les acteurs qui doivent apprendre tous leurs textes. Enfin, je trouve il y a vraiment un travail titanesque derrière pour 2 heures et à vivre sur le vif. J'imagine même pas le stress à ce moment-là. On a parlé du coup de projets plus interactifs. C'est des projets qui sont un peu plus complexes et qui du coup on parle beaucoup d'expérience utilisateur. Comment on fait pour que l'utilisateur justement, comment toi tu penses à ce qu'il ne je vais la refaire. Comment on fait pour que l'utilisateur ne sorte pas de cette expérience? Alors déjà, il faut lui donner une position et une place. Il faut lui donner une place dans la narration. Il faut trouver pourquoi il est là et en quoi il est nécessaire à la narration. En quoi il devient un moteur dans l'avancée du récit. Ça peut être quelque chose de très très simple, comme sur Instagram où un récit en différentes, comment on dit, Épisode? Reels? Non, pas dans les reels, mais dans les formats où justement on est dans la timeline et Les stories? non, mince, le nom de base quoi. Le truc, tu fais une publication sur Insta et tu as plusieurs photos. Un carrousel? Ouais, on va dire la carrousel. Ouais. Je sais pas ce mot-là que j'employais, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, rien que de cliquer pour accéder à l'image suivante, on va dire, c'est la première forme d'interactivité. Et le récit ne se déroule pas si la personne n'appuie pas. Donc déjà, c'est on va dire, la première étape. Et après, après, bien sûr, tu vas à des niveaux de complexité bien plus importants. Et dans la place qu'ils ont dans un récit, par exemple, sur les burgers volants, c'est qu'en fait, ils aident les personnages à prendre des décisions parce qu'on a Malik qui hésite tout le temps et qui convoque des signes de l'extérieur. Et donc, le public était chargé de choisir d'envoyer tel signe ou tel signe. Et donc, ça permettait à Malik de prendre telle ou telle décision. Là où Lou, elle, prenait ses décisions très vite, mais il fallait lui dire quelle décision prendre. Voilà. Donc là, en fait, le public est dans le choix du personnage et vient dans la psyché du personnage parce que le personnage ne sait pas choisir. Donc, le public interagit à cet endroit-là. Ça va être dans d'autres dispositifs que j'ai pu faire un autre jeu documentaire, c'était le grand test de l'amour, où en fait, on te pose des questions et on veut définir ton profil d'amoureux, quoi. Donc, tu réponds si tu crois au prince charmant, si tu crois qu'il va venir sur une moto ou sur un cheval. Donc, tu t'avances comme ça, tu réponds, et à la fin, on te donne ton profil. On te dit, bah, tu es un cœur ardent. Et en fait, je te dis que tu es ça, et en fait, tu es comme telle autre personne. Et cette autre personne, c'est une personne qui est en situation de handicap, qui est trisomique et qui se pose aussi les questions de l'amour de la même manière que toi. Donc, en fait, par le jeu, c'est-à-dire je mets l'utilisateur tout de suite dans le jeu. Donc, je le garde en attention parce que je ne parle qu'à lui. Là, je parle qu'au spectateur. Enfin, tu parles de lui aussi. Ouais, voilà, je lui parle de lui, je lui parle à lui. Enfin, voilà, je m'adresse à lui. Et donc, là, je tiens son attention et ensuite, je lui donne un résultat. Ce résultat, en fait, l'amène vers un contenu documentaire et donc dit, voilà, tu es comme elle, etc. Donc, d'aller travailler sur la ressemblance plutôt que sur les différences. Et après, je lui propose de rejouer. Et s'il veut, il rejoue. Et le test lui permet d'arriver à un autre résultat ou pas. Voilà. Et donc ça, en fait, tu dois créer ton contrat et savoir donc quelle est sa place et en quoi il est le moteur. Et ensuite, sur comment maintenir son attention, ça, c'est des mécaniques de game design et de vraiment dans le jeu, c'est-à-dire le flux de l'attention. C'est-à-dire que souvent, il faut le croiser avec des courbes de difficulté. C'est-à-dire dans un jeu vidéo, et là je schématise à fond, hein, mais au début c'est un peu facile, tu prends beaucoup de plaisir à faire telle action et tout, et donc tu as de la récompense, et puis petit à petit la difficulté augmente, et donc tu achoppes et tout ça, et donc là ta courbe de difficulté augmente, mais aussi la courbe de plaisir aussi, donc il y a une courbe de difficulté et de plaisir qu'il faut maintenir. Et c'est pareil dans une histoire pour moi où en fait on implique
notre spectatrice à tel endroit, on l'amène à un truc, il y a une difficulté, il prend du plaisir à la résoudre, d'autres c'est plus compliqué, et en fait il faut le surprendre. Donc en fait c'est une logique de vague comme ça où au bout de 2 minutes tu sais qu'il faut qu'il y ait une surprise. Au bout de 5 minutes, il faut que ça revienne. En fait, c'est un rythme, quoi. Donc c'est comme ça que tu le tiens dans ton dispositif interactif, de la même manière que tu le tiens dans ton histoire. S'il se passe rien pendant 25 minutes, tu t'en vas. Enfin, je veux dire, Ouais. voilà. Ouais, Donc non. c'est pareil en fait. La notion de rythme est Ouais. finalement hyper importante et Ouais. j'imagine, on parlait de séries tout à l'heure, Bah, bien sûr. exactement pareil. Ouais. Ouais, il y a quelque chose. Quand tu crées quelque chose pour un musée, quand tu crées quelque chose qui est interactif sur les réseaux, il y a une notion d'accessibilité. Qu'est-ce qu'il faut penser? Je pense par exemple à la langue. Est-ce que tu t'adresses à un public en particulier? Par exemple, les musées, j'imagine, faut penser à faire des déclinaisons, dans des langues différentes. Justement, on parlait de personnes handicapées, est-ce qu'il y a des choses que tu penses dans ce sens-là? Ça rentre dans Alors, dans ton rôle ou pas du tout? il y a, en fait, il y avait des règles dans le code informatique déjà. Il y a une façon d'intégrer des contraintes d'accessibilité pour que ton site puisse être entendu ou lisible d'une certaine manière. Donc, ça, j'y ai fait attention dans ce que j'avais développé, mais je pense que c'est même plus en ligne maintenant. Et après, bien sûr que le contenu doit être entendable par tous et toutes. Donc, enfin, quand je dis entendable, enfin, ou visionnable, enfin, justement, d'intégrer justement et de faire attention au validisme qu'on pourrait avoir de penser que bah là c'est bon, ça va fonctionner. Et, et après, bien sûr que c'est une notion importante. Je réfléchis hein, parce que en fait. Non, je me demandais si tu pensais à l'écriture déjà, Bah, c'est plutôt en fait, l'écriture, je sais pas si elle peut, un scénario, tu vois, tu vas pas dire il est accessible ou pas. C'est plutôt comment il est c'est de la fabrication et la diffusion, en fait, Oui. qui conditionnent une accessibilité. Je me trompe peut-être, mais je vois pas comment le scénario, Est-ce que quand tu crées, ce genre de choses, par rapport à un documentaire plus classique qui va peut-être être, sur les réseaux ou quoi, tu me diras, c'est interactif déjà les réseaux sociaux, donc peut-être pas. Déjà, est-ce qu'il y a des choses que tu penses en plus? Si par exemple, un documentaire, télé, ça va être assez, voilà, c'est un 50 minutes ou c'est un certain temps, mais voilà, c'est un écran où il y a pas forcément d'interaction. ouais, Quand tu penses à un projet interactif, j'imagine qu'il y a des tests utilisateurs à faire aussi? oui, oui, Est-ce ça qu'il y a j'aime d'autres beaucoup. étapes en plus? Bah, en fait, oui, moi je fonctionne beaucoup par prototype. J'aime beaucoup faire ça, c'est-à-dire, en fait, tu développes, une partie de ton récit interactif et tu le donnes à jouer à des gens qui ne connaissent pas le projet et si possible qui sont pas du métier. Comme ça, tu as plein de retours que jamais tu aurais imaginés et justement, dans les gens à qui tu le proposes, d'intégrer tous les publics, dans ce prototype, Ouais. dans le test et de ce test, tu récupères les retours et là, tu apprends des choses, quoi. Et puis tu découvres des bugs, voilà. Ouais, de prototyper, c'est important et ça, c'est une étape qui est en plus pour l'interactif. Le prototypage, des pré-tests utilisateurs après, avant de le lancer, tu fais des pré-tests où là, vraiment, tu as tout le récit et idéalement alors tu peux redemander aux gens qui avaient fait le prototype, de leur demander de revoir, la forme globale s'ils en ont envie. Hem et heu et après, ouais, je dirais que c'est ça les étapes en plus. Oui. Ça me va. L'interrogation. Eh bien, le temps tourne et je vois qu'on est déjà à la fin. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut faire du documentaire, qui veut peut-être faire, ton métier aujourd'hui, est-ce que tu aurais quelque chose à dire? Alors
Ben, qu'il faut avoir vu des documentaires. C'est mieux. Qu'est-ce que je conseillerais? De se dire que, en fait, de réfléchir, comme je me répète peut-être, mais donc d'écrire et tout de suite de réfléchir au format et de réfléchir au format et de réfléchir à l'espace de diffusion. Parce que pour moi, le format va conditionner l'écriture et de questionner pourquoi on veut faire tel format ou pourquoi on veut diffuser à tel endroit. Qu'est-ce que ça changerait par rapport au public qui recevrait ce contenu-là? Qu'il faut, qu'il faut croire en soi et se lancer. Donc, et qu'il faut, en fait, qu'il faut se lancer. Je pense surtout, et pas imaginer ah si je non en fait quitte à le faire, c'est à écrire et à se confronter tout de suite à la matière, de se confronter le plus vite possible à la matière pour voir si on a le sujet et pour voir comment en fait on peut avancer avec ou pas. Et puis aussi des fois il faut se dire que finalement cette idée il faut peut-être la jeter à la poubelle aussi, mais en fait en l'achetant à la poubelle t'amènes à une autre idée et ça te fait rebondir et tu vas trouver autre chose. Donc ouais, faut se lancer et réfléchir déjà à comment on veut le raconter. Pour moi c'est super important. OK. D'avoir ça. Ouais. Ouais. C'est bien ce que j'ai compris puis ça se ressent aussi dans ton parcours. Ouais, c'est vrai, hein, n'empêche. Le médium est un élément essentiel de l'histoire et pas quelque chose qu'on pense en second plan, quoi. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé qui te paraît important à dire sur ce sujet-là? Ou alors est-ce que tu as une dernière question qui permettrait de répondre à quelque chose que j'ai pas raconté? Moi, c'est pas forcément je sais pas si tu as envie de le partager, donc on pourra couper si jamais. Mais je me dis, quand tu as plein de projets comme ça, quand c'est sur du temps long, comment tu es payé à la journée, mais comment tu évalues ton temps de travail, en amont? Ah non, je suis pas payée la journée. OK. Alors oui, donc on peut peut-être parler rémunération. Non, en fait, quand tu es, Tu es payé au forfait? Non? non plus. D'accord. En fait donc tu as 2 statuts possibles. Tu as statut d'auteur et statut d'intermittent. Donc moi, je cumule les 2. Donc intermittent, c'est tu as un contrat de travail avec un nombre de jours, et une rémunération par jour. Donc par exemple, réalisateur, moi en tant que réalisatrice de fiction, le salaire minimum, c'est 300 € par jour. En documentaire, on est plutôt sur 250 € par jour. Ensuite, quand tu es sur de l'écriture, en fait, tu signes un contrat d'auteur et dans ton contrat d'auteur, tu vas céder tes droits et tu donnes un texte et tu as des livrables, et cetera. Et par exemple, on va te dire, tu as une bible pour écrire, ou pour écrire, on va dire, pas une bible, mais si on va essayons de rester sur le documentaire, tu dois écrire un premier traitement et ta note d'intention, et cetera. Et on va dire, voilà, c'est 5 000 €. Donc, tu vas dire, en fonction de tel livrable, c'est 5 000 €, je vais avoir 1 500, 1 500 et puis 2 000 ou 1 500 et 500, enfin bon, bref. Et donc, tu reçois cet argent et enfin, c'est le producteur qui te donne ça, genre, je sais pas, 2 000 €, donc 10% est déduit et donc tu as à peu près 1 800. Et c'est à toi de te débrouiller comment tu choisis si ça te paye 1 mois, 2 mois, et cetera. Enfin, après, c'est ta comptabilité personnelle. Et donc en fait, par exemple, sur des projets, quand tu signes un contrat, alors moi, comme je suis autrice-réalisatrice, j'ai des droits d'auteur et j'ai du salaire en tant qu'intermittente. Et donc, je vais pas mentir en disant que je ne suis jamais rémunérée à la hauteur du temps passé. Ça n'existe pas. Moi, dans ce que je fais, ça n'existe pas. Au mieux, je suis payée à la moitié du temps passé, en termes de salaire. C'est-à-dire, c'est-à-dire je vais être payée, par exemple, 40 jours, pour un film où en fait,
Alors non, faudrait que je donne des... par exemple, pour les burgers sanglants, je pense que j'ai eu 32 jours de salaire. Alors, on a 5 jours de direct, mais j'ai 2 mois de prépa, j'ai 15 jours de répétition, j'ai toute la réécriture. En fait, je passe pas du tout 32 jours à travailler sur ce projet. J'ai travaillé 1 an. Enfin, j'ai travaillé 10 mois sur ce projet. Pour 10 mois, j'ai eu des droits d'auteur et 32 jours de salaire. Ouais. Donc, en fait, l'intermittence te permet de compléter les mois où j'ai pas de salaire. Ça complète, comme tu fais tes heures. Donc, tu fais, au minimum, tu dois faire 507 heures. Et ben, donc, il faut en faire 507 ou plus. Et en fonction de ça, on estime que justement, l'intermittence, elle est faite pour ça. C'est on sait très bien que le temps passé à travailler n'est pas rémunéré dans son intégralité par un projet. Donc, en fait, ça vient compenser tous les temps de travail, les temps de réflexion, etc. En fait, pour moi, c'est grâce à l'intermittence qu'on a le temps d'y penser aussi. Donc, en fait, ma rémunération, elle se structure comme ça. Tu vois? Donc moi, j'ai un statut de salarié. Et même au niveau de l'État, je suis chômeuse, en fait. Parce que quand tu es intermittent du spectacle, tu déclares que tu restes au chômage encore, alors qu'en fait, tu travailles. Enfin bon, mais ça, c'est des trucs je trouve ça rigolo Non, mais... Alors qu'en fait, tu travailles et donc, l'idée, c'est sur une année, donc tu as une année calendaire, enfin, tu as une année pleine, je veux dire, par exemple, moi, ma date anniversaire, elle va être le 2 septembre, et bien, j'ai jusqu'au 1er septembre suivant pour faire mes 507 heures. Ouais. Donc, il faut que j'ai des contrats avec des producteurs et que je signe plusieurs contrats. J'ai découvert ça cette année, justement, et moi, c'est quelque chose qui m'a perturbée venant du milieu de la com, où tu comptes tes heures en vérité, et en plus, j'étais en agence, donc tu comptes tes heures par client, tu sais exactement comment tu vas, et voilà. Et là, je me suis dit, mais pour penser à un autre documentaire, je suis pas payée pour, je trouve, tout le travail de la note d'intention, de la réalisation, de trouver l'histoire, les gens. J'ai dit, mais c'est un travail énorme où, en fait, t'es même pas sûre d'être payée après. Absolument. C'est ça que Oui, c'est pour ça qu'en fait, c'est un métier... c'est un métier dur et que qu'il faut beaucoup travailler en fait pour réussir. Enfin, tu vois, on n'est pas, enfin, je sais pas, c'est un métier. Oui, il faut beaucoup travailler pour y arriver. Il faut prendre des risques. Il faut. Alors après, tu as des aides à l'écriture. Hein, il faut aller demander aussi. Mais bon, les aides à l'écriture, ça va être 2 000 euros. Bon. Et c'est pour ça que moi, je respecte énormément les producteuristes parce que eux aussi, ils prennent le risque de te signer un contrat et ils savent pas si le projet va aboutir. Donc, en fait, eux aussi, ils prennent le risque de rémunérer ton travail. Je veux dire, en fait, on est plein de gens à prendre le risque d'essayer de créer quelque chose. Et c'est vrai que tu n'es pas rémunéré. Alors après, moi, je travaille pas dans le cinéma et je me rends pas compte. Ça se trouve, il y a des gens dans le cinéma où tout va bien. Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans la production interactive audiovisuelle et dans la production documentaire, enfin l'écriture, moi, même c'est plutôt l'écriture documentaire et l'écriture de format hybride, la réalité, elle est comme ça. Il faut beaucoup travailler. Et moi, j'ai la chance de pouvoir combiner le droit d'auteur et du salaire parce que je réalise. Et ça, c'est très précieux aussi parce que j'ai des amis qui sont scénaristes et qui ne touchent que des droits d'auteur. Donc, ils n'ont aucune sécurité. Ils n'ont pas de chômage, ils n'ont rien. Donc, scénariste, c'est un métier... c'est un sacré métier, en fait. Ouais. Enfin, c'est pas du tout... c'est un métier exigeant, de passion et de beaucoup de travail. La passion prend tout son sens quand on voit le temps passer sur les projets. Mais oui. Et c'est vrai que par rapport à quand tu me demandais comment j'estime le temps, en fait, je sais à peu près combien de temps ça prend d'écrire tout ça. Je sais combien de temps je mets. Donc, j'essaye d'approcher le plus possible du temps que je passe, mais je sais qu'il y a des seuils c'est pas possible. Tu peux pas. Donc, il faut, c'est vrai qu'il faut accepter de prendre ce risque. Ouais.
Ouais, non, la notion de risque est importante et d'où l'intérêt d'avoir aussi plusieurs projets pour que C'est ça. si on en a un qui n'aboutit pas, avoir le second. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Faut en Est-ce avoir que plusieurs. tu as, pour finir, des ressources à partager? Des exemples de documentaires qui t'ont scotché, où on a parlé de transmédia, ça peut être des choses qui t'inspirent, un format qui t'a marqué, un livre? Alors c'est drôle parce que je viens de lire un livre de Sidney Lumet, donc un réalisateur, de cinéma qui a tourné avec des pellicules et j'ai lu son livre Faire un film, qui m'a été offert par, Vincent de la résidence Friends et d'ailleurs, il faut que je le remercie parce que j'ai vraiment apprécié de lire comme il est réalisateur, il raconte vraiment du point de vue, d'un réalisateur, donc OK, d'une époque, qui démarre dans les années, 50, tu vois? Donc forcément, il a vu toute une histoire du cinéma mais il pose des principes très, très simples que j'ai trouvé hyper forts comme juste, par exemple, tu dois pouvoir résumer l'enjeu, le thème de ton film en une phrase. Genre, mon film, c'est, «Pourquoi je deviens militant». Voilà OK. et voilà et ça doit tenir, tu vois? En une phrase. Tu es là: «OK» Bon. et déjà, je trouve que déjà d'arriver à tenir ça, sur une phrase, je trouve que c'est déjà un sacré travail et donc j'ai beaucoup aimé, ça et l'autre livre que j'ai lu, parce que je trouve important de continuer à lire, j'ai lu Protocole de Constance Debray, heu, qui a un st j'avais jamais lu, heu, de ses livres, mais en fait, j'ai eu envie de le lire parce que j'ai vu le film, Heu, adapté, de son livre, Love Me Tender, qui est sorti en décembre, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très beau dans la forme et justement un personnage, impressionnant, de complexité et de silence aussi et d'intériorité. Vraiment j'ai été bluffée et donc là je me suis dit: «Bah, je vais lire» et son dernier livre elle a un style, hem enfin qui te rentre dedans quoi et waouh, tu sors de là, tu es impacté quoi. Donc ouais, je conseillerais ça. Lire. Ouais, C'est un très bon conseil, je pense aussi. Eh bien, merci beaucoup merci pour à cette toi. interview et puis, je te dis à très vite. Ouais, à bientôt. Bien informé. Merci d'avoir écouté Bien informé. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, à m'envoyer un petit message, à le partager à d'autres créateurs de l'info. Parce que d'une part, ça me fait très plaisir et d'autre part, ça m'aide beaucoup pour le développement du podcast. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.